Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ici. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. C'était l'été, c'était les vacances. J'espère d'ailleurs que vous avez eu des vacances, que vous avez eu de belles vacances, que vous avez su en profiter. On est encore un peu dans le mode vacances, regardez le concept. Je suis encore habillé comme si j'étais en vacances. Que voulez-vous? On est quelque peu en vacances encore aujourd'hui. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de certains des livres que j'ai lus pendant mes vacances d'été. Donc pour vous aujourd'hui, j'ai 5 livres. Et on commence par celui-ci de Victoria Hislop, L'île des oubliés, que moi j'ai lu dans Livre de poche, la collection Livre de poche. Un roman qui est un immense succès, qui a été traduit dans 26 pays, vendu à 2 millions d'exemplaires, qui a valu en 2005 à son auteur le prix de la révélation littéraire en Grande-Bretagne. C'est un roman qui est une saga familiale, ça se passe en Crète. Le thème, c'est la lèpre, vous savez, cette maladie mythique qui a fait peur à l'humanité pendant des centenaires. De 1903 à 1957, en Grèce, on parquait littéralement les personnes qui souffraient de la lèpre. On n'était pas encore capable de guérir la maladie à l'époque. Alors on les parquait littéralement sur une île au nord de la Crète, qui est l'île de Spinalonga. C'est l'histoire d'une famille qui est hantée par cette maladie. Le père, c'est un pêcheur, et il est aussi celui qui, avec sa barque, assure le lien entre la Crète et l'île de Spinalonga. Et il a une autre raison aussi de se rendre sur cette île de façon régulière, c'est que sa femme va contracter la maladie. C'est un roman sur les secrets, sur la honte, sur les choses qu'on ose dire, et sur leurs conséquences aussi sur la vie, comment par la suite elles peuvent nous pourrir l'existence, et ultimement, la dernière, donc représentant de la famille, lorsque tous les secrets éclateront, ça va lui apporter une certaine sérénité. C'est une très belle histoire avec des personnages auxquels on s'attache beaucoup. Petit bémol pour moi, le style. C'est un roman où l'auteur décrit beaucoup ce que les gens vivent, ce que les personnages ressentent, les faits. Moi, personnellement, je préfère quand on le découvre à travers les personnages. Mais bon, c'est une question de goût personnel. C'est un roman qui se lit très bien. En plus, moi, je l'ai lu pendant mes vacances. J'étais en Grèce. Donc, j'étais dans cet univers avec ce soleil incandescent, ce ciel bleu magnifique et toutes les odeurs donc de la Grèce. Alors, je l'ai encore davantage goûté. Mais c'est un livre qui se lit super bien, qui est une lecture agréable. C'est un vrai page-turner, comme on dit. Un livre que tout le monde va aimer. Paris est une fête de Ernest Hemingway. Je vous le dis tout de suite, un vrai coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'est un livre qui est largement autobiographique, qui raconte ce passage de la vie d'Ernest Hemingway alors qu'au cours des années 1920, il vivait à Paris. Il commençait sa carrière d'écrivain. Il est donc tout jeune à ce moment-là. Il est avec sa femme de l'époque qu'il aime beaucoup. Le livre décrit beaucoup le Paris de cette époque, le Paris fou des années 20, le Paris très bubbly de cette époque-là. Et à travers les amis d'Hemingway, et c'est pas n'importe qui, Gertrude Stein, James Joyce, Scott Fitzgerald et sa femme, il a une grande amitié pour Scott Fitzgerald, une amitié qui va se briser. Moins d'amitié pour la femme de Scott Fitzgerald, et on le voit très bien dans le roman. Donc, en plus, à travers le regard de Hemingway, ce sont ces personnages plus grands que nature qu'on voit à travers le prisme de la façon dont Hemingway, lui, les voyait quand lui était jeune et qu'eux aussi étaient jeunes pour la plupart. Le roman a été écrit en 1957, donc bien après les faits. Il y a un certain recul, et on le sent très bien donc dans le texte. Mais il n'a été publié qu'en 1964, soit 3 ans après le suicide d'Ernest Hemingway. Chaque chapitre est une vignette, c'est le terme qu'utilise Hemingway, qui décrit un aspect de sa vie de l'époque, qui décrit aussi un aspect de la vie à Paris en 1920. Et puis il y a aussi beaucoup de réflexions de Ernest Hemingway sur son travail d'écrivain, sur ce qu'il pense des livres, sur ce qu'est un bon livre, sur comment écrire, sur la difficulté, sur l'engagement de l'écrivain. Et à ce chapitre-là, c'est littéralement fascinant. Donc, dans la collection Folio, moi que je l'ai lu, pas cher, un livre magnifique, Paris est une fête. Aimez-vous André Makin? Moi, j'adore André Makin. Je dévore chacun de ses livres. Et je viens de lire L'amour humain, qui a été publié chez Seuil à l'origine. Moi, je l'ai lu dans la collection Point, livre de poche. Donc, c'est un livre où l'on retrouve ce qui fait la force, à mon avis, de Makin. D'abord, la puissance de sa plume, la sensibilité de son écriture, les ambiances qu'André Makin a réussi à créer aussi. On est constamment dans une sorte d'émotion qui ne nous quitte jamais. Ce qu'il y a de dépaysant, c'est que ça se passe
en Afrique, donc principalement en Afrique. Pas qu'en Afrique, mais principalement. Le livre suit un révolutionnaire africain, c'est le personnage central que Makin suit dans ce roman-là. Quelqu'un qui a vu dans le marxisme-léninisme, une manière de rendre le monde meilleur. Donc, qui croit en la capacité qu'ont les hommes, grâce à ces grandes idées, d'améliorer la situation. Mais il va se rendre compte, au fil des révolutions, puisqu'il va devenir un révolutionnaire professionnel, comme Makin le dit, il va se rendre compte que la solution n'est pas dans les grands paradigmes, que ce soit le marxisme, que ce soit les autres paradigmes politiques. Il réalise en réalité que si une société ne peut pas nous apprendre à aimer mieux, eh bien c'est foutu, ça ne vaut pas la peine. Ça va être le drame de ce personnage-là. Ce qui va le tenir en vie, ce à quoi il va s'accrocher toute sa vie, c'est le grand amour qu'il a eu pour une femme. Un amour qui ne s'est jamais concrétisé, mais qui n'a jamais faibli non plus. Un amour manqué d'une certaine manière, mais en même temps, c'est la pureté de cet amour qui donne un sens à la vie de cet homme. C'est un roman où l'on voit que le bonheur tient à la capacité d'aimer réellement et non pas nécessairement au chemin qu'on trace dans sa vie. C'est un roman extrêmement touchant, avec un certain lyrisme, mais aussi une retenue. Un roman qu'on referme en étant très ému. Un très grand André Makin, encore une fois. 2 livres québécois pour terminer. D'abord, ce roman donc de Nathalie Roy, Ça peut pas être pire, publié chez Libre Expression. Au Québec, les lecteurs connaissent très bien. Nathalie Roy, c'est une des auteurs les plus populaires. C'est une de celles qui vend le plus de livres. C'est une spécialiste de ce qu'on appelle la chick lit, comédie romantique destinée aux femmes. Donc, l'héroïne perd son emploi et, disons-le, elle perd la tête, décide de tout quitter, elle s'en va se réfugier en Estrie, dans un chalet où elle passait ses étés enfant, une manière donc de retourner à l'enfance. Mais on est dans un roman de Nathalie Roy, alors les choses ne se passeront pas nécessairement comme l'héroïne l'avait prévu. Il va y avoir une série d'événements souvent cocasses, souvent touchants également. L'héroïne du roman est une femme ronde. Et là, c'est toute la question du regard des autres, de la difficulté de ce que ça représente, et aussi de son propre regard dans le miroir. Quand on se regarde, on ne peut pas se fermer les yeux. Et il y a un traitement qui est fort intéressant dans ce livre-là. L'héroïne est capable de se trouver des qualités. L'héroïne a du ressort. Et il y a une réflexion qui est sous-entendue tout le long du roman, justement sur la question du regard et du rapport qu'on a face au regard des autres. C'est très joliment joué par Nathalie Roy, c'est très joliment écrit, c'est très rigolo aussi, on s'amuse, ça se lit très bien, c'est une lecture bubbly, pourrions-nous dire, et c'est un roman, pas nécessairement le public cible, mais j'étais content de le lire, c'est un roman qui m'a fait passer de très bons moments. Nathalie Roy, donc, ça peut pas être pire. Et je termine avec un auteur avec lequel j'ai une relation difficile. Mordecai Richler, L'apprentissage de Dodi Kravitz. Très grand roman qui a reçu un accueil partout dans le monde, très bien reçu. Jusqu'à tout récemment, je n'avais jamais lu Mordecai Richler. Pourquoi? C'est un personnage qui a souvent tenu dans sa vie, il est décédé aujourd'hui, des propos controversés sur les Québécois, sur les francophones. C'est quelqu'un que je n'aimais pas particulièrement, donc je n'avais pas le goût de lire ce qu'il écrivait. Que voulez-vous, c'est comme ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faudrait bien que je passe par-dessus ça. Alors j'ai lu Rue Saint-Urbain, qui est un de ses livres, justement, où il raconte Saint-Urbain, le Myland où il a grandi, la communauté juive. Et c'est vraiment bien écrit, j'ai beaucoup aimé ça. Alors je me suis dit, lisons une de ses grandes œuvres, j'ai lu L'apprentissage de Dodi Kravitz. C'est une nouvelle version, une nouvelle traduction publiée chez Boréal. C'est un très bon roman. Je vous le dis tout de suite, c'est un roman qui est très bien écrit, les personnages sont très bien construits, on les suit, on les comprend. J'allais dire, on s'y attache. On s'y attache sauf à un, Dodi Kravitz. C'est un personnage complètement désagréable. Je veux dire, enfant, c'est un monstre, rien de moins. Adolescent, jeune homme, il est antipathique. On ne l'aime pas. Quand on finit par s'attacher un petit peu à lui, il fait des choses épouvantables. Alors, tout le long du roman, on se demande, est-ce que je souhaite son succès ou je souhaite sa chute? Dodi Kravitz, il vient d'une famille d'immigrants, petit-fils d'immigrants juifs. Son grand-père, très attaché à la culture de son pays d'origine. Son père est un chauffeur de taxi qui joue un peu au maquereau.
Et lui, Doddy Kravitz, c'est un homme nouveau. On est dans les années 1940 à Montréal. Doddy Kravitz n'a qu'un seul but, devenir quelqu'un. Il veut qu'on le reconnaisse, il veut réussir. Et il est prêt à tout pour réussir. Il va réussir, mais il y a un prix à payer pour ça, et on va s'en rendre compte. Doddy Kravitz va devoir en payer le prix. Alors, c'est un roman qui décrit, encore une fois, très bien le Montréal de cette époque-là, la communauté juive. On sent encore le regard un peu biaisé de Mordecai Richler sur les Québécois francophones, quelques flèches lancées, même si le personnage d'Yvette, qui va être cette jeune Québécoise, qui va aider Doddy Kravitz, dont elle va tomber amoureuse, bien, c'est sans doute le personnage le plus droit de ce livre-là. Un roman que je suis content d'avoir lu, un roman qui a beaucoup de qualités, dont la principale, à mon avis, est de tracer le portrait d'un Montréal, d'un Québec. Ça se passe à Montréal, mais ça se passe aussi dans les Laurentides, qu'on connaît mal. L'apprentissage de Doddy Kravitz. Ça, c'est chez Boréal. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter en bas. J'aime beaucoup quand vous le faites, je vous réponds. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse échanger. N'hésitez pas non plus à suivre donc cette chaîne YouTube. On se revoit bientôt. Au revoir.